On n'a jamais vu des filles en string exiger des horaires séparés à la piscine. Pour le voile, en revanche, si. Ce décalage, c'est le point de départ de notre enquête. Et si une partie de la droite s'était complètement trompée de diagnostic sur le vrai danger qui pèse sur la France? Islamisation, délinquance, gauche racialiste qui assume le communautarisme. Marion Maréchal Le Pen décrit un pays qui marche à grands pas vers le conflit ethno-religieux, pendant que les élites regardent ailleurs. Alors, comment on évite le pire sans sombrer dans la guerre civile qu'on ne veut pas, mais que d'autres semblent préparer? Et si la solution venait d'Italie, avec la méthode Meloni, rassembler largement les droites pour reprendre la main avant 2027? J'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a eu une petite tendance à un moment donné de jouer les gros cerveaux à droite et de prendre ce genre de posture, finalement d'expliquer qu'on aurait presque plus à faire avec ce qu'ils appelaient les conservateurs musulmans qu'avec finalement, de manière un peu caricaturale, l'Occident décadent, et d'expliquer par exemple en effet qu'il avait plus de respect pour une femme voilée que pour les petites midinettes en string, comme si notre civilisation se réduisait aujourd'hui à des petites fillettes hyper sexualisées. Et je trouve ça non seulement très réducteur, très insultant pour nous quand même, disons-le, parce qu'en fait le choix n'est pas quand même si binaire, hein, il y a quand même d'autres choses entre les deux. Et surtout, ça, pour moi, c'est une erreur de diagnostic. Ça veut dire que le sujet politique n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas des filles en string qui veulent imposer des horaires séparés à la piscine pour pouvoir avoir leur moment en string. On n'a pas aujourd'hui des quartiers entiers où des femmes en string, enfin plutôt des femmes ne portant pas le string, se feraient éventuellement marginaliser ou insulter ou brutaliser parce que précisément elles n'auraient pas ce type de vêtements. Et on n'a pas aujourd'hui des pays dans le monde, je veux dire, qui emprisonnent ou qui discriminent parce que les femmes ne porteraient pas le string. Or, c'est le cas pour le voile, si vous voulez. Donc, la dimension politique n'est pas du tout la même. Et le message qu'il y a derrière n'est pas du tout le même. Voilà. Donc c'est vrai que je tords un certain nombre de choses sur le sujet. Je parle beaucoup, en effet, de la question de l'islamisation et au-delà de l'islamisme, d'ailleurs, qui, pour moi, en fait, est le grand choc de civilisation à venir. Et je dis ouvertement que oui, moi, je ne refuse que mon pays devienne demain un pays musulman. Et d'où la question, d'ailleurs, fondamentale de la démographie. Voilà, parce que le sujet fait que le jour où les musulmans sont majoritaires dans le pays, nous deviendrons un pays musulman par la force des choses, et donc il en sera fini de la France telle que nous la connaissons. Et moi, j'ai 2 petites filles. Et donc, évidemment, je n'imagine pas qu'elles puissent grandir librement comme françaises et européennes dans un pays qui serait demain avec une application, voilà, plus ou moins d'ailleurs aboutie de la charia. Autre corollaire de la décivilisation, la délinquance barbare, la mort de Thomas Perotto à Crépol, vous y revenez. Une actualité justement à ce propos, Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, s'est vue également à nouveau ces derniers jours menacée de mort, un mail lui disant « Tu parles encore une fois de Crépol, t'es morte ». Vous en parlez de ces morts dans votre livre, quitte à un jour répondre du pire à cause de cet engagement. Oui, je reviens sur ce drame de la mort de Thomas Perotto à Crépol, parce que je pense que ça a été un tournant dans la prise de conscience, et surtout un tournant dans la prise de conscience de la gravité de la situation. C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser, enfin bon, pas moi personnellement, mais je pense beaucoup avaient tendance à penser que finalement le sujet de l'insécurité, de l'immigration, du ressentiment post-colonial, du racisme anti-blanc quand même, hein, tout ça transpire dans cette affaire et se conjugue finalement, était un phénomène de grandes villes, voire de banlieues, mais certainement pas de nos campagnes, de petits villages comme aujourd'hui celui de Crépol. Et on se rend compte aujourd'hui que le phénomène était si massif qu'il arrivait jusque dans des petits balles de villages tels que celui où se trouvait Thomas. Une affaire donc qui vire au drame et dont on ne sait pas tout. Moi, j'étais à Crépol il y a pas très longtemps. Il faut imaginer que quand ces jeunes de cité là, de Romans-sur-Isère arrivent, non seulement ils reviennent après 1 heure d'aller-retour en voiture avec des couteaux, hein, donc pour je cite planter du blanc, mais quand par exemple les mamans de ces jeunes qui étaient au bal, des copains de Thomas entendent qu'il y a une bagarre et elles attendaient sur le parking, parce que souvent c'est des mamans qui attendent à la sortie, vous savez, des balles pour ramener leurs enfants. Elles sortent, les jeunes de Romans-sur-Isère arrivent, les bousculent, les giflent, enfin on est dans quelque chose d'une violence. Voilà. On a là l'incarnation finalement du conflit ethnico-religieux qui nous attend si nous ne faisons rien, voilà, disons-le franchement. Et donc c'est vrai que j'ai voulu revenir sur cet épisode et revenir sur cette notion de racisme anti-blanc qui encore à l'heure où je vous parle n'est pas traité et combattu au même titre que les autres racismes, ce qui pour moi est une double en fait violence faite aujourd'hui aux victimes.
Vous parlez de conflits ethno-raciaux. On est à quelques semaines du premier tour des élections municipales. À un moment, vous évoquiez la création de l'ICEP, votre école de sciences politiques. Vous parlez de l'État de Sciences Po aujourd'hui et de l'entrisme indigéniste dans l'enseignement supérieur également, de toutes ces luttes antiracistes. Je fais le lien avec les élections municipales et la naissance d'un mouvement, un peu une sorte de Black Power à la française, à la France insoumise. Rima Hassan qui dit il faut des visages incarnés. Je pense à certaines candidates comme Rachel Keke qui vient en tenue traditionnelle africaine pour le lancement de sa campagne, Manon Montmirel à Saint-Ouen qui avait dit que tous les Français et la France aillent niquer leur mère, je cite, pays de fascistes. Pete Mal, député LFI à Toulouse, qui avait dit je ne veux pas de Babtou, selon Marianne, en tête de ma liste. Ali Diawara à la Courneuve qui dit il faut des élus, des maires qui vous ressemblent. Et bien sûr Rima Hassan, encore une fois, avec le porte-parole qui doit être incarné. Comment vous l'analysez finalement, il y a une vraie volonté de la France insoumise de faire émerger ces conflits ethno-raciaux dans la campagne des municipales. C'est le moment où on le voit le plus. Et c'est ça la France d'après, le grand emplacement de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on arrive à l'ultime étape finalement de cette mutation de la gauche. Qui maintenant est de manière totalement assumée et décomplexée, une gauche racialiste, anti-française, anti-blanche, qui se construit électoralement sur le communautarisme extra-européen, sur le communautarisme islamique, et qui revendique en fait une logique de conquête. Voilà, je veux dire, d'ailleurs c'est explicité, on l'a vu, un député LFI il n'y a pas très longtemps qui expliquait oui, on fait plus d'enfants, on va vous grand remplacer, et finalement c'est une bonne chose. Finalement c'est l'aboutissement assez logique du discours qui était porté avant par la vieille garde socialiste, ce sont leurs enfants monstrueux, LFI, je l'explique d'ailleurs dans le livre, ce sont les enfants monstrueux de toute la génération SOS Racisme. Parce que tout le discours qu'on a entendu pendant des années, qui consistait à dire finalement que les Français de souche étaient des petits Dupont-Lajoie, là c'était des héritiers de tous les salopards de l'histoire, les colons, les esclavagistes, les collabos. Finalement, c'était vraiment la lie de l'humanité et c'est l'immigration qui carrément nous a apporté la prospérité et la civilisation. Voilà, c'est ça en fait, globalement le discours qu'on entend. Ça aboutit à ça. Voilà, ça aboutit à ça, ça aboutit à toute une génération de descendants d'immigrés extra-européens qui nous détestent, qui nous méprisent, et qui donc aujourd'hui assument parfaitement de vouloir prendre notre place en tant que culture et en tant que civilisation. Donc bon, je pense que tout le monde aura compris maintenant l'affiche des décennies à venir, malheureusement, qui s'impose à nous. Pas de notre fait, d'ailleurs, parce que nous, la guerre civile, on la veut pas, on la craint, et donc on veut l'éviter, et on fait tout pour l'éviter. Mais eux, finalement, ils s'y préparent. Voilà, ils s'y préparent et ils l'organisent à certains égards. Et malheureusement, en effet, on voit qu'aux élections municipales, la cristallisation aujourd'hui de cette polarisation de la vie politique qui s'impose à nous, mais c'est pas parce qu'on la craint et on la dénonce qu'elle ne va pas arriver. Donc il faut s'y préparer et il va falloir, je le dis, tous ceux qui aujourd'hui sont engagés politiquement, un courage physique, moral, mental, intellectuel énorme pour assumer, je pense, qu'il va arriver. Moi, je reste optimiste, parce que je crois à la grande capacité de défense de notre peuple, mais il va falloir des leaders à la hauteur, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, pour contrer tout ça, vous proposez une méthode, celle de Giorgia Meloni en Italie, mais certains vous répondent ce n'est pas possible en France. Alors dites-nous, Mme Machal, comment on peut faire du mélonisme à la française ? Oui, je trouve que d'ailleurs ça fait partie des raisons d'espérer. J'appelle ça les raisons d'espérer dans le livre, parce que je parle de la méthode, en effet, pour moi, pour que le camp national arrive aux affaires, et je parle de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'international, alors évidemment avec leurs singularités respectives, mais qui sont pour moi des mouvements culturels qui vont dans le bon sens et qui démontrent que il n'y a pas de fatalité à l'effondrement, surtout quand on est la France, et cet allié assez proche finalement qu'est l'Italie, avec Giorgia Meloni, qui est une amie que je connais personnellement et que je connais d'ailleurs avant même, que j'ai connue plutôt exactement avant même qu'elle ne soit aujourd'hui à la tête de son pays, et qui m'a donné un certain nombre de conseils. Et c'est vrai que elle fait la démonstration que finalement la méthode Meloni, c'est d'abord une méthode de gouvernement, donc de rassemblement large des droites. Alors évidemment avec les modes de scrutin qui sont les leurs, mais c'est d'abord un état d'esprit, si vous voulez, c'est-à-dire accepter le fait que on a besoin de tout le monde, y compris des plus petits partis d'ailleurs. Dans sa coalition, il y a des partis qui sont à 1%. Voilà. Mais voilà, c'est cet état d'esprit de dire, face à la gauche, il n'y a pas d'autre solution que de se rassembler. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au Parlement européen, j'en parle aussi, puisqu'au Parlement européen, moi aujourd'hui, je travaille avec le groupe de François-Xavier Bellamy, le groupe de Jordan Bardella, et en s'accordant sur un certain nombre de textes, on obtient des résultats. En ce moment, on est par exemple en train de détricoter le Green Deal, on s'apprête bientôt à durcir la politique d'immigration.
tout n'est pas parfait, mais enfin, en étant un peu l'intelligent, on met en minorité la gauche quand même, et on défend les intérêts de la France. Donc voilà, tout mon sujet étant j'en parle dans le livre, de savoir comment on organise ça d'ici 2027 pour pouvoir l'emporter.